je pense que je vais faire plaisir à la plupart de ses fans, ceux qui participent notamment aux afters émotionnels. C'est celui que j'appelle familièrement entre nous le poil à gratter. Vous savez, à chaque fois que je diffuse un post, alors évidemment quand ça m'arrive d'avoir une fulgurance et déjà un truc pas trop bête, c'est là qu'il vient m'enquiquiner. Il débarque sur mon post, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, et puis il vient relancer le débat. C'est Patrice Lobigna. Patrice, donc merci d'être venu. Merci à toi, Fred. La troisième, quatrième fois, mais surtout, pendant qu'on prenait le café tout à l'heure, on se faisait la réflexion, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Oui, c'était il y a longtemps déjà. Je suis Bah, venu parler avec toi. 5 ou 6 ans, peut-être même 7. Non, 5 ans maximum. 5 ans? Ouais. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais. Surtout qu'en 5 ans, de nos jours, beaucoup de choses se passent. Alors moi, ce que je voudrais savoir, puisque tu es le spécialiste, quand même, en France, reconnu du marketing émotionnel, ça te fait marrer? Oui, Tu sens que je te flagrante? Non, non, oui, un petit peu. Puis reconnu, reconnu. Mais j'essaye d'être sympa avec mes invités. C'est bien, c'est bien. Bravo. Bon, alors maintenant, on va pouvoir s'illustrer de toute façon dans la plus totale des légitimités. Ouais. La fameuse expertise, là, on va rentrer dans le vif. En fait, la vraie question à te poser, j'espère que nos amis fans de Patrice Lobigna mesureront l'intérêt de la question, d'accord? C'est qu'il y a forcément, quand on s'intéresse à un sujet, un cheminement intellectuel. Ce qui est bien, c'est de savoir ce qui a évolué en toi ces dernières années. Donc, d'abord, on va quand même malgré tout commencer par ce qui ne change pas, les invariants. Quand tu as commencé à t'intéresser au marketing émotionnel, tu as fait des découvertes. Ouais. Je voudrais savoir ce qui n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé, c'est que c'est le client qui compte et c'est un partant du client qui est un individu, un être humain complexe et émotionnel qu'on peut comprendre et redéfinir le marketing. Tu réalises que ça me fait vraiment très peur quand tu dis ça, parce que si tu as besoin de le répéter encore quelques années plus tard, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont besoin de se l'entendre dire, voire même qui ne progressent pas sur ce sujet. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui devraient écouter en fait. Très bien. Restez avec nous. Oui, oui, bien sûr, il faut redire, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Oui. Hein, donc il faut redire des choses, des fondamentaux. Là, depuis 5 ans, tout le monde se met à parler d'émotions, d'émotionnel, on s'interroge sur l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce qu'elle nous apporte, qu'est-ce qu'elle permettrait de faire. Mais il faut la reconnecter au marketing. Ça suffit pas de dire qu'on a des émotions. Donc moi, je me rends compte que dans les 4 E dont je parlais déjà il y a 5 ans, en fait, on a fait quelques progrès sur le E d'émotion, mais il en reste 3 autres, et on a aussi fait des progrès sur l'expérience. Mais encore, faut-il s'interroger sur qu'est-ce que l'engagement, par exemple. Donc tu vois, l'engagement, c'est un vrai sujet. C'est un des fameux 4 E. Oui, c'est un des fameux 4 E. Dis-nous les 2 autres, tant qu'on y est. Exclusivité, expérience, engagement. Et le premier, c'est émotion. Bon. Alors, donc on s'est presque arrêté au premier, en fait. On s'est arrêté à émotion. Alors, on a fait quelques progrès. Patrice, je reviens sur ce qui m'inquiète. Ouais. Il y en a quand même qui, n'entendant pas ces vérités frappées au coin du bon sens, quand on y réfléchit bien. Bien sûr. Alors évidemment, elles sont pleines d'implications stratégiques et opérationnelles, mais c'est frappé au coin du bon sens, surtout pour les gens qui, comme moi, s'intéressent à ce qui se passe dans la sphère du 2.0. On sait bien qu'on doit connecter avec nos audiences. On ne doit pas rester dans ces méthodes de communication massifiées qui ont tendance à nier justement cette individualité, cette humanité qui nous rend unique, etc. Bref, passons. Mon point, c'est que s'il y en a qui n'entendent pas, est-ce qu'ils sont conscients d'être en train de prendre un énorme risque? Est-ce qu'ils vont peut-être continuer à survivre comme ça, ou est-ce qu'ils vont mourir, ceux-là? Moi, je crois qu'ils vont mourir, mais eux pensent qu'ils vont continuer. Donc, c'est toujours un débat qui, finalement, n'a pas lieu d'être. La difficulté pour eux, c'est de changer de point de vue, c'est de changer de philosophie, de posture, et donc d'accepter que ce ne sont plus eux, la marque, les collaborateurs, l'entreprise, qui détiennent la vérité. Bon. La vérité, c'est le client qui la détient. Je vais te proposer un petit exercice. Ça, c'est difficile, tu vois, à accepter. Petit exercice. Ouais. Ça... Quand tu regardes cette caméra, là, tu vas la regarder dans les yeux en quelque sorte, hein, donc dans l'objectif, hein, à l'intérieur de l'objectif, hein, d'accord, voilà. Tu vas t'adresser. Je voudrais en fait que tu déclenches en quelque sorte pour nous ce champ sémantique, hein, qui est le tien, face à un marketeur chez qui tu voudrais provoquer, alors peut-être pas la fulgurance et le waouh, mais un début de prise de conscience. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu peux... Tu le tutoies, tu tutoies vite les gens, toi? Je tutoie vite les gens. Bon, c'est bien, alors tutoie-le. Je voudrais que tu t'adresses à lui et que tu fasses, et que tu nous transmettes justement cette énergie qui est la tienne quand tu es obligé en fait de faire un petit peu monter cet agacement, mais que tu le contrôles, parce que je sais que tu es très zen, mais quand même tu es face à quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis depuis 5 ans, alors qu'il a lu même peut-être ton bouquin, il a lu entre les mains en tout cas.
et tu voudrais en fait que, voilà, Moi, il passe à autre chose. Ouais. Parle-lui. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ça fait 5 ans qu'il veut pas passer aux 4 E. Qu'est-ce que tu lui dis? Bah, il y a urgence à changer, tu devrais prendre conscience que tu vas disparaître. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera sur ton marché. La concurrence est tellement forte. Tu ne peux pas te mettre en dehors du marché et tu ne peux pas ne pas considérer que c'est le client qui détient la vérité aujourd'hui. Donc ne pas reconnaître dans ton client un individu intelligent, émotionnel, qui a envie de vivre des expériences avec toi, qui a envie de t'aimer, c'est courir à ta perte. Donc aujourd'hui, il faut tout reprendre à zéro et repartir en se mettant à sa place. Faire preuve d'une réelle empathie, pas simplement d'une empathie de circonstance. Voilà ce que j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, vas-y, quoi. Parce que rester sur ta position, rester dans l'idée que c'est toi qui détiens les clés parce que tu aurais fait des études marketing et que ton client, lui, n'a pas ces études ou ces data, c'est de se tromper de sujet, en fait. Le sujet, c'est comment est-ce que lui pourrait t'aimer et pourquoi est-ce qu'il pourrait t'aimer. Il est prêt, ton client, il a envie de t'aimer, il a envie d'aimer ta marque. Mais toi, si tu lui laisses pas l'occasion de le faire, bah, il va passer à côté, il ira voir ton concurrent, parce que ton concurrent, lui, il aura compris. Voilà, c'est simple. J'adore. Moi, je dis, j'aime bien. Ouais. Surtout, Et vous? Alors oui, quand tu t'adresses à cette caméra-là, c'est les copains de la communauté. Donc Ouais. Et vous aimez bien? Voilà, donc réagissez dans les commentaires, hein, faites pas les enflures, hein, parce qu'on leur donne tout cet amour, là, toute cette présence, et ils croient juste qu'on fait ça que parce qu'on a des problèmes d'ego. Mais dis-leur qu'on n'a pas que des... Enfin, on a des problèmes d'ego, mais pas que, on a envie aussi de partager, quoi. Donc un petit like, les gars, un petit like, soyez sympas. Je veux dire, non, Patrice, là, ce qu'il partage avec vous, ça vaut de l'or, hein. On est là pour partager, vraiment, merci. Ouais, absolument. Bon, et on est là pour partager, et aussi parce qu'on accepte d'être provoqué à notre tour. Ouais. On accepte le débat. Alors... Bah, la première chose dans le débat, c'est d'écouter l'autre, tu vois. C'est comme si tu veux vendre quelque chose à un client, tiens, je m'adresse encore à toi, tu veux vendre quelque chose à un client, mais tu ne veux pas l'écouter. Bah, ça marche pas. Donc voilà, le débat, c'est la même chose. Voilà. Et le partage, c'est la même chose. C'est pour ça, à chaque fois, je crois que tu as terminé tes phrases, et bon, on va croire que je te coupe après. C'est pour ça que vous êtes, alors souvent... très courageux, vous nous posez des questions et nous on essaye de répondre, et vous avez vu les gars comme Patrice et moi, on répond à tout le monde, hein, sur nos posts, hein, vraiment, allez, peut-être 98%, quoi. Et si j'en oublie certains, vraiment je m'en veux, je réponds plus tard, etc. Mais là, vous voyez, dans le cadre d'une vidéo comme celle-là, si vous êtes marketeur, si vous êtes social seller, si vous êtes vendeur, si vous êtes directeur commercial, si vous êtes business stratégiste, vous vous occupez de transformer votre entreprise parce que vous sentez bien qu'il y a des enjeux, etc., je vous assure qu'on peut aller beaucoup plus loin que cette vidéo. D'ailleurs, je l'ai fait promettre avant cette vidéo de revenir plus tard faire un webinaire. Ouais. Hein, un vrai webinaire où tu vas faire comme une conférence que les gens qui n'ont pas forcément le temps de se déplacer dans les événements pourront voir tranquillement installés chez eux. Absolument. Ça, on y reviendra. Mais alors, je vais quand Engagement pris. Engagement pris, super. Ouais. Alors, maintenant, je vais revenir sur... Tu te rappelles, dans l'introduction, je disais maintenant, tu vas nous dire ce qui a changé pour toi, ton itinéraire intellectuel, si tu veux, nous intéresse, parce que forcément, au début, bah, tu avais ces convictions-là, elles n'ont pas changé, c'est bien, c'est les invariants, ça fait plaisir. Tu y vois toujours aussi clair, tu pousses tes clients à faire ce travail de lucidité, très bien. Moi j'achète, je suis fan, tu le sais. Bon. Maintenant, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu as réalisé ces dernières années, que tu ne savais pas au début, et qui t'a fait, toi aussi, qui t'a donné peut-être même, partage peut-être même tes épiphanies. Oui, bien sûr, ça m'a fait grandir. Et l'idée, c'est qu'au départ, c'était une posture, on va dire, marketing. J'avais moi aussi un background marketing, un historique d'agence avec de nombreux annonceurs. Et puis, en fait, je me suis retrouvé sur le terrain. C'est-à-dire, je me suis retrouvé à aller expliquer ça à des gens qui ne sont pas des marketeurs, à des gens qui sont, eux, au contact vrai du client, dans des magasins. Donc, ça a démarré avec mes amis de chez Decathlon. Mais ça a été une vraie révélation de se rendre compte que le discours, finalement, certains l'avaient déjà en eux. Donc c'est plutôt mettre des mots sur des choses qui étaient un petit peu intuitives, qui étaient dans leur vécu, dans leurs expériences quotidiennes. Et ça a été une vraie révélation pour moi de comprendre que finalement des principes marketing pouvaient s'appliquer à des situations de la vraie vie dans un magasin avec son client qui vient chercher des balles de tennis ou une doudoune, tu vois. Et ça, c'est tout à fait différent parce que d'un seul coup, on n'est plus au niveau du concept, on est au niveau de la pratique, on est au niveau du vrai savoir-faire, si on veut dire les choses. Et ça, c'est différent. Et apprendre à ces gens à raconter des histoires, à comprendre les émotions des autres, à leur montrer à quel point l'expérience partagée, c'est ça finalement le secret de la marque.
Et de voir que des gens qui n'ont pas ni fait un DESS, ni non plus passé 10 ans dans un service marketing, sont capables de s'approprier ces discours-là et de les restituer en situation, ça c'est génial. Et alors après, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'après, j'ai rencontré d'autres types de gens, mais vraiment en allant sur le terrain, c'est là qu'on apprend finalement. Tu vois, ça semble aussi un basique et du bon sens. Alors, puisqu'on a dit qu'on aimait bien le débat, moi je voudrais te poser une question qui peut sembler une question un peu gadget. J'avoue, je vais jouer sur les mots. Mais en même temps, si tu y réfléchis bien, c'est une vraie question qui peut permettre de nous adresser aux béotiens du marketing émotionnel. Tu vas comprendre grâce à la question, je l'espère. Quand on a écrit un bouquin sur le marketing émotionnel, et qu'on l'offre à quelqu'un qui ne l'a pas encore lu, on est content. Si on a affaire à quelqu'un qui réfléchit, déjà on est content, tout ça, bon, celui qui le reçoit aussi, en plus on a droit à une dédicace, celui qui reçoit le bouquin peut se poser une vraie question, il va se dire, est-ce que, et c'est là ma question, est-ce que ce que vous m'apprenez, c'est à marketer l'émotion ou à émotionnaliser le marketing? Ah non, c'est surtout pas à marketer l'émotion. Si c'est quelque chose entre les deux, c'est émotionnaliser le marketing, évidemment. Parce que bon, tu vois, quand on dit marketing émotionnel, l'épithète n'est pas innocent. Oui, je suis d'accord. Tu vois, voilà. Tu es d'accord qu'il faut poser cette question? Oui, tout à fait. Tu l'as adressé dans un des chapitres du bouquin, je me rappelle plus. Non. Il y a 5 ans que je t'avais interviewé, j'avais lu le bouquin. Ouais. Non, je crois pas avoir adressé cette question. Et c'est une bonne question qu'on m'a souvent posée. Yes. Merci. Et donc, non, évidemment, c'est pas du tout marketer de l'émotion. C'est d'ailleurs l'erreur que font la plupart des marques aujourd'hui. Exactement. D'ailleurs, tout à l'heure, en intro, tu parlais de la gabegie d'émotions. Enfin, on est presque dans le emotional washing. Toi, tu avais ouvert des portes, clairement, quand même, rendons à César ce qui est à César. Parce que c'est non, mais quand tu as démarré, c'était neuf. Ça, c'était très intéressant. Mais maintenant, on se vautre littéralement dans l'émotion et on confond l'émotion avec le sentimentalisme, voire l'émotivité. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Et mais ça change pas. C'est un sacré problème. Oui, mais le fond n'est pas là. Le fond, c'est comment est-ce que tu fais pour expliquer en quoi ta marque va améliorer la vie des gens. Parce qu'en fait, finalement, le marketing émotionnel, c'est ça. C'est améliorer la vie des clients. Donc, si tu veux le faire, il faut que tu dépasses la fonctionnalité de ta marque et de ses produits. Il faut que tu dises quelle est ta mission. Alors, tu sais que moi, je m'intéresse... Ta mission, c'est quelque chose qui s'entend en termes d'émotion, tu vois. Ça te change, ça te parle à toi en tant qu'individu, ça te touche, et c'est pour ça qu'on parle d'émotion, ou bien ça te touche pas et tu passes à côté. T'as fini? Ouais. Je sais jamais quand t'as fini. Non, mais parce que tu dis quand même un truc vraiment intéressant, je me dis c'est bon, c'était intéressant, et en fait t'avais pas fini, et bon ben voilà, j'ai l'air d'un idiot parce que je te coupe, pardonne-moi. Hein. Alors, tout ce que tu dis d'ailleurs me donne envie de travailler sur ce thème, le terme de l'émotion. Alors évidemment, dans ton bouquin, tu explores aussi l'étymologie, tu nous expliques ce que c'est les émotions, etc., etc. Et donc il y a cette étymologie qui est celle du mouvement. Et l'émotion, c'est le mouvement. Et tu sais que moi, je suis un pro maintenant du storytelling, je bosse que là-dedans. J'aide les marques aussi à, si tu veux, raconter leur histoire. On a quelques points communs, on est connexes, on est complémentaires. Bon. Et alors, ce qui m'amène à te poser donc une question. Une histoire, c'est ce qui nous transforme. Et une bonne histoire, c'est une histoire dans laquelle on a compris le jeu des émotions. D'où ma question, est-ce que l'émotion, c'est ce qui nous transforme? Et est-ce que donc les marques sont aussi là pour nous transformer? Oui, bien sûr. Je me disais que cette question te plairait. Ah oui, complètement. N'hésite pas à développer, fais-toi plaisir. Alors, je me tais pendant 10 minutes. Alors, l'émotion nous met en mouvement, tu le rappelles, forcément, c'est de l'énergie en mouvement. Et donc, c'est ce qui nous fait passer à l'action. Toutes nos actions partent d'une émotion. Et donc, dans nos actions, notre idée d'être humain, c'est de progresser. Quand je dis à quelqu'un, en fait, quand tu rencontres quelqu'un, c'est uniquement pour l'aimer, évidemment, l'être humain, il a un cerveau positif. Il est là pour aimer les actions qu'il va entreprendre. Et quand il fait une action, il essaye de progresser. Tu dis aimer, mais on n'est pas obligé de se limiter à ce champ lexical, en tout cas à ce champ émotionnel. Non, mais on peut aussi avoir une marque qui nous engage sans forcément chercher à nous plaire.
Oui, qui t'engage. Qui n'a pas peur de nous déplaire, le temps de nous provoquer et de nous instiller le doute, l'envie de réagir. Oui, tu peux créer une émotion qui soit la surprise. Enfin, les deux émotions positives de base, puisque maintenant on sait aussi qu'il y en a plus que 6, il y en a plutôt 27. Mais enfin bon, ça c'est une autre étude qui est sortie là récemment de Berkeley là-dessus. Mais nous, on travaillait encore sur les 6 émotions de base. Mais ces 6 émotions qui sont la surprise et la joie, enfin les deux positives, tu peux travailler là-dessus. Tu peux aussi travailler sur la peur. Tu peux provoquer de l'engagement. Ça fait partie des 6 ? Oui, tu peux provoquer de l'engagement aussi là-dessus. Mais j'ai envie de te dire, de toute façon, tu provoques une réaction émotionnelle. À partir de cette réaction émotionnelle, il y a de l'action. À partir de cette action, l'être humain, il veut progresser. Il veut faire quelque chose qui lui est bénéfique. La surprise, la joie, la peur, les 3 autres ? Les 3 autres, la colère, la tristesse et le dégoût. Alors, la colère et le dégoût. Ouais, mais c'est plus difficile, ça. Pourquoi ? Parce que c'est négatif et notre cerveau, il est positif. Non, dis-nous la vérité. Mais c'est ça la vérité. Non, la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que si tu expliques à un directeur marketing qu'il va falloir aller sur le terrain de la colère, du dégoût, il y en a très peu qui ont le courage d'aller jusqu'à cette provocation-là. Oui, certainement. Mais t'as déjà essayé ? Moi, je sais pas. Il y a des marques qui l'ont fait ? Oui, il y a des marques qui l'ont fait. Exemple. Il y a une marque que je montre assez souvent qui a fait un film sur la haine et qui est un film hyper engagé, hyper dur. Et cette marque-là, elle est allée jusqu'au bout de l'engagement. Stop, je propose qu'on montre le film. J'appuie sur le bouton play. Regardez ce film, il est génial. Hello. Hello. Please introduce yourself. I am a humanoid, an artificial intelligence robot. Every second, I analyze thousands of human actions and online behaviors. Do you know about fashion? I know everything about everything. Shoot. Tell me, what is the biggest trend of 2018? The biggest trend right now is hate. Hate is a 100% match with everything. Hate when you comment. Hate love. Hate women. Hate men. Hate children. Hate your neighbor. He already hates you. Hate broccoli. Hate the poor. Hate the rich. Ink yourself with hate. Grab hate by the pussy. Hate brown. Hate black. Hate white. Hate yellow. Hate red. Hate other religions. Hate infidels. Hate the animals. Hate the weather. Hate countries and continents. Hate forests. Hate oceans. Hate the whole goddamn planet. Hate pineapple on pizza. Hate the other team. Hate people who are different. Hate your body. Hate skinny. Hate curves. Hate beautiful. Hate fake. Hate fashion. And hate yourself. Hate me. I am the future. Hate the future. Hate this video. Hate Bianco. Ce film, tu l'as montré dans des conférences. Ouais. J'y étais. Le hasard a bien fait les choses. Et on n'avait même pas prémédité, donc merci d'ailleurs. C'est vrai que les gens dans la salle, je me rappelle, sont restés pour la plupart d'entre eux... alors, agréablement surpris. Alors voilà, agréablement surpris au sens où il y avait des professionnels et des gens qui disaient « Tiens, il m'a emmené... » Parce que on sait qu'on est dans une conférence de Patrice Lobigna, donc on a passé un bon moment. Mais ce que j'ai ressenti, voilà, c'est surtout la suspicion, à minima une attitude dubitative. On peut faire ça une fois, ou ça peut être adapté à cet univers de marque. Moi, je pourrais pas le faire. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tout le monde peut faire ça? Tout le monde peut nous amener sur un terrain comme ça, paradoxal? Non, je crois pas. Voilà. Je crois qu'il faut On peut déjà... pas jouer avec n'importe quelle émotion, c'est une question de cohérence. Ouais, c'est ça, c'est une question de valeur de marque, c'est une question aussi quand même un petit peu de gens à qui tu as envie de t'adresser. Donc, qui seraient tes clients? Est-ce que tous tes clients doivent être des clients hyper engagés, hyper... tu vois, c'est pas une évidence, quoi. Enfin, en même temps, sur cette pub, Ouais. c'est tout sauf évident et tout sauf cohérent. Ouais, enfin, Enfin, je veux dire, ça ne coule tellement pas de source. c'est ça. On se prend une claque. Mais quand on regarde l'historique de la marque, on se rend compte qu'en fait, elle est venue progressivement jusque-là. C'est-à-dire qu'elle a toujours été engagée, enfin, c'est une marque récente en même temps, elle a toujours été très engagée, mais elle est allée jusqu'au bout. Elle a dit, la tendance, c'est ça. Et le résultat, c'est choquant. quoi d'ailleurs? Le résultat, c'est que tu ne peux pas rester insensible. Donc, c'est la même technique que le fait d'interpeller quelqu'un et de lui dire n'importe quoi. L'être humain ne peut pas ne pas réagir. Est-ce que tu peux interpeller avec ta caméra de connivence les gens de ton audience? Oui, j'aime bien dire n'importe quoi, et vous le savez, et en fait, ça crée la conversation, ça crée le débat. Je le fais de temps en temps avec Fred, ça le titille un peu, ça le choque. Au début, ça m'agaçait, je savais pas le gérer d'ailleurs.
Maintenant, t'as vu, je sais te gérer. Hein. J'ai compris que tu étais facétieux. Maintenant, il a découvert le truc. Qu'est-ce que... Non, c'est pas être facétieux, c'est pas ça. Ah, si. Mais non, c'est ça qui est intéressant. Moi, moi, je croyais que j'avais compris. Moi, j'adore apprendre. Mais non, mais quand je t'écoute, j'apprends. Donc, sauf que si je ne te pousse pas un peu, oui, c'est vrai. Tu vas me redire toujours la même chose, comme tout le monde. Merci. Tu vois, et c'est là que ta conversation doit devenir plate. Tu te rappelles de Mercury Eloquence? Oui. Tu sais que je me suis fait des ennemis juste parce que... Et des ennemis, c'est-à-dire des gens qui m'ont défollowé, voire blacklisté. Parce qu'à l'époque, j'ai dû arborer le point de vue qui n'était pas le mien. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, j'ai lancé une motion qui était là où le marketing peut aspirer au statut de science, la vente n'est tout au plus qu'une tactique. Et je crois que j'ai dit pire, j'ai dit une technique. Ouais. Donc j'ai un peu humilié les vendeurs et j'ai dit que les marketeurs étaient des scientifiques. Dans les deux cas, c'est une complète exagération, voire totalement faux dans le second, évidemment. Même dans le premier. Mais je l'ai fait uniquement pour susciter le débat. Et il s'est passé un truc génial. J'ai eu, je crois, de mémoire, une 60aine de likes, mais plus de 200 commentaires. C'est-à-dire que j'ai inversé le ratio habituel où tu as toujours plus de likes que de commentaires. Par contre, j'ai perdu beaucoup de monde parce qu'en fait, ceux qui m'ont défollowé en se disant « celui-là, c'est un enfoiré », ils ne savaient pas en fait que c'était presque une blague, quoi. C'était une provocation pour après leur dire « les gars, voilà dans mon update ». Nous allons organiser un débat et cette motion est une proposition pour vous faire réagir. Il y en a qui n'ont jamais su. Par contre, on n'a jamais autant appris. Le débat Mercury Eloquence a eu lieu. Il est sorti par la friction des idées, plein de choses nouvelles. Mais c'est vrai, t'as raison. Je te rejoins. Il fallait choquer. Bien sûr. Il fallait choquer. Si Patrice Lobigna est donc une marque en B2B, bah oui, mine de rien. Bien sûr. Bon, sachant que tu as aussi développé ta marque qui est... E4Brands. E4Brands, ok, parce que référence au 6E, d'accord. C'était l'emotional marketing. Voilà, c'était les quelques secondes publicitaires. Donc j'incite nos amis internautes à y aller. On va livrer, on livre dans le post. Dans le post, il y a le lien vers le site de Patrice, qui tient très sérieusement son blog. Je tiens à le dire, il n'y a pas que LinkedIn dans la vie. Hein. Alors le blog, c'est marketing émotionnel. En plus, c'est marketing émotionnel et tu dis beaucoup de choses. Et de temps en temps, je vais te lire avec plaisir. Je me dis, tiens, même si c'est discret, continue, quoi. Alors que bien sûr, tu as plus de lecteurs sur LinkedIn, mais moi j'apprécie beaucoup qu'on ne soit pas complètement, exclusivement dépendant de LinkedIn. Je ferme la parenthèse. Patrice Lobigna est aussi donc une marque. Qu'est-ce que toi, tu peux dire à ta caméra, à ton audience, là, qu'est-ce que tu peux leur dire pour les choquer, les réveiller? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour leur remuer les cocotiers et qu'ils aient envie de débattre avec toi? Alors, évidemment sur un sujet lié au marketing émotionnel ou à ce que tu fais, ou à ton activité de conférencier. Êtes-vous réellement bienveillant? Savez-vous ce qu'est la bienveillance au-delà du mot? Ça, je te remercie, parce que la bienveillance, pareil. On est dans la bienveillance washing. C'est ça. On en a, mais alors, plein. Moi-même, d'ailleurs, je suis obligé d'être dedans, parce que j'ai envie que les gens de ma communauté soient bienveillants, donc je le dis. Oui. Alors, comment on justifie la bienveillance? Comment est-ce qu'on en parle intelligemment pour sortir des sentiers battus? Puisque tu viens de le faire avec l'empathie, avec l'émotion. Parle-nous de la bienveillance. La bienveillance, c'est faire le bien pour l'autre. Ouais. Donc, dans chaque... Tu veux dire de façon désintéressée? Oui. Avec une certaine abnégation? Moi, j'en demande pas tant, hein. Bah écoute, oui, mais c'est toujours la même chose. Là, on a parlé d'engagement avec un exemple d'une marque qui a été jusqu'au bout. La bienveillance, est-ce que tu peux aller jusqu'au bout? Ou est-ce que tu vas t'arrêter à « Ouais, aujourd'hui, j'ai été gentil, j'ai poussé une porte, j'ai... » Non, la bienveillance... Moi, par exemple, dans ma communauté, c'est quelqu'un dit une connerie, je reçois des coups de fil en aparté de gens qui me disent « Tu devrais sortir cette personne. » Et moi, j'estime que je dois juste répondre à cette personne comme je le sens. Vous autres, répondez aussi. Mais on s'éduque mutuellement, on a le droit de déraper. Et la bienveillance, c'est donc de toujours donner une deuxième chance, voire une 12e chance, voire une 20e chance, de ne jamais se séparer des gens sous prétexte que l'on ne s'entend plus ou qu'on ne pense pas qu'ils sont au niveau. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal ça comme vision. Ouais, c'est une belle définition. Et pour une marque, à mon sens, c'est de se reposer tout le temps la question. Donc c'est du questionnement, la bienveillance. C'est de se dire, est-ce que ce que je viens de faire profite à mon client? Et surtout, est-ce que je le ressens? Tu te rappelles de la conférence? Je sais que toi, tu es comme moi, tu regardes vraiment, tu les écoutes pour t'éduquer. Tu te rappelles de la conf de Simon Sinek où il parle, en fin de compte, du leadership et donc de la bienveillance. Et il donne cet exemple du gars qui bosse dans un hôtel. Alors, je crois que c'est un Caesar Palace, je sais plus. Enfin, il était en déplacement. Il est allé dans un très bel hôtel. C'est important de savoir que c'était une marque de luxe, hein, d'accord? Oui, c'est important. Voilà, c'est important parce que justement, il est censé avoir l'expérience client parfaite. Et en l'occurrence, il a l'expérience client parfaite. C'est-à-dire qu'il sympathise avec le barman. Il reste un petit peu tard, et il lit ses notes, tout ça. Et il dit au gars, mais je passe vraiment un bon moment avec vous, quoi. C'est quand même pas mal. Et je pourrais penser que vous n'avez pas forcément le temps. Il dit, c'est la culture d'entreprise qui veut ça? Il dit, oui, mais alors, est-ce qu'on vous a demandé de le faire? Il dit, non, mais alors comment ça se fait que vous le faites? Et le gars se lance dans une explication, et il lui dit deux choses absolument sidérantes et géniales à reprendre. Je pense qu'il faut le dire à nos amis
les décideurs, etc., qui créent des atmosphères. Écoutez bien. Ouais. À un moment donné, il dit donc, en fait, on m'a jamais demandé d'être bienveillant et aussi gentil, je le suis naturellement parce que le matin, mes managers me demandent comment je vais. Alors Simon Sinek dit, ah bon, enfin, c'est juste une formule de politesse. Et le gars il dit, c'est pas une formule de politesse, they mean it. Ils le pensent vraiment. Absolument. Et en fait, non seulement ils attendent ma réponse, mais en fonction de ma réponse, bah, ils passent un peu de temps avec moi. Et ils se font vraiment du souci pour moi. Et la deuxième chose très intéressante que dit le gars en question, il dit, mais vous savez, je travaille à mi-temps. Et je suis dans un autre grand hôtel, dont on ne va pas dire la marque. Et dans cet autre hôtel, il dit, on ne me demande jamais comment je vais, mais surtout, il y a un flicage mutuel et réciproque de tous les gens dans cet espace de travail. On n'est pas bien, on se sent fliqué, et du coup, je peux vous garantir, je parle jamais aux clients. Je suis trop pressé pour ça. C'est énorme comme exemple. Ouais, c'est un bel exemple. Ça veut dire qu'en Et fait... Simon, il a toujours de beaux exemples. Et surtout très très bien choisi. Mais en fait, c'est l'idée d'aller jusqu'au bout. Voilà. Moi, Voilà. c'est toujours cette idée-là que je poursuis, si tu veux. C'est pour ça que de temps en temps, et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour ça que de temps en temps, j'ai envie de provoquer un peu de réaction, parce que j'ai envie que les gens s'interrogent sur, ok, mais est-ce que ce que je fais, c'est juste en surface, ou est-ce que je le fais vraiment? Si tu le fais vraiment, chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois te poser la question. Et donc, tu en viens à tous les jours, je dois demander à mon collaborateur qui est là, comment tu vas aujourd'hui, est-ce que ça se passe bien? Et oui, parce que c'est lui sur le terrain qui va propager ses valeurs. Mais bien sûr, moi je le vois avec des gens avec qui j'ai travaillé, c'est l'idée de, bon, on l'a fait une fois, c'est bien, on est bienveillant, mais non. Mais non. Donc c'est pour ça que dans nos débats, dans nos dialogues quelquefois animés, la seule intention qu'on a, c'est d'aller au bout, c'est d'aller chercher vraiment l'intelligence, enfin la révélation qui vient au bout. C'est pas juste de dire « Ah ben moi aussi je suis bienveillant ». Tu vois, parce que moi j'en vois des conversations, on a parlé de LinkedIn, bon, il y en a des conversations où chacun dit « Bravo, c'est bien ce que tu as dit, bravo, c'est bien ce que tu as dit ». Ça nous fait pas avancer. Moi j'ai pas l'impression d'être bienveillant si je dis juste bravo sur un commentaire en disant bah oui, bon, je suis d'accord avec lui, mais je vais pas aller plus loin. Non. Tu sais que j'ai l'intention d'être bienveillant quand je tu vois, par exemple, si c'est toi, je te pousse un peu, quoi. C'est vrai. À aller dire autre chose. À chaque fois que tu débarques, je me dis c'est cool, la page va être vivante, il va se passer quelque chose. Tu sais que j'ai coutume de dire que les vendeurs sur le terrain, alors je pourrais même parler de ce fameux barman, sur le terrain sont ce que les fantassins étaient sur le terrain militaire. C'est-à-dire les premiers qu'on sacrifie, mais qui en même temps sont en première ligne et sont souvent ceux qui vont réaliser les plus grands actes de bravoure, dont ne sont plus forcément capables, en raison de la distance, les stratèges. Bon. Et on est totalement dans ce sujet-là, à savoir que si tant est que l'on puisse annoncer de belles valeurs comme la bienveillance et l'empathie, l'amour du client, ce que beaucoup de gens font, d'ailleurs peut-être même trop, on n'est pas pour autant capable en interne de propager ça de telle manière que ceux qui nous représentent au quotidien, donc les fantassins de la transformation digitale, on en sacrifie beaucoup en ce moment, donc les vendeurs aussi, de telle manière que eux se sentent investis par ces valeurs. Alors tu sais que là c'est la minute incontournable sur le thème de la transformation de la vente. Parce que transformer la vente, pour moi, c'est un prétexte pour s'adresser aux stratèges de telle sorte qu'ils respectent beaucoup plus ce que j'appelle, moi, les talents sans grade. C'est-à-dire ces gens qui, parfois, sont extrêmement puissants, font véritablement avancer le sujet de l'entreprise, sont au contact du client, ont un talent souvent insoupçonné. Il y en a qui ont juste développé une compétence minimaliste, au sens minimaliste du terme. Mais parfois, on ignore le talent de ceux qui, en fait, font véritablement des miracles. Bon. Est-ce que dans ton travail, tu parles avec les marketeurs de telle façon que la transformation que tu tentes de susciter se propage vers le reste de l'entreprise? Si oui, comment tu fais? On a tous du mal. C'est ce qu'on vient de faire, on s'inspire des autres. Et donc, mon idée, c'est plutôt de faire en sorte que le marketing soit une source d'inspiration. C'est pas que le marketing dise aux commerciaux, voilà ce que tu devrais faire. Utilise ma plaquette, utilise cet élément de langage, publie ce contenu. Moi, je trouve ça, c'est toujours descendant, en fait. Donc, c'est toujours l'échec. Le marketing, il est là pour inspirer. Voilà, il inspire, il donne des idées, il va instiller quelque chose, une réflexion. Et ensuite, le 100 grades dont tu parles, en fait, c'est celui qui fait le boulot, on va dire. Et celui qui fait le boulot, il ne peut pas le faire contraint. Il le fait parce qu'il a envie de le faire. Exactement comme dans l'exemple de Simon. C'est le gars qui est à la réception de l'hôtel, il est gentil, il est bienveillant avec toi, pas parce qu'on lui a dit de le faire,
mais parce qu'on l'a inspiré à le faire. On l'a inspiré. C'est ça la différence. D'ailleurs, d'où le terme génial des Américains en ce moment, qui commence à se développer grâce à Richard Thaler, qui vient de gagner en début d'année le prix Nobel d'économie. Tu sais, le nudge. Le nudge, c'est une technique marketing. Donc on traduit ça, évidemment, de manière très terre-à-terre par le dictionnaire, par coup de pouce. Quand on dit « can you nudge me », ça veut dire « est-ce que tu peux, par exemple, me déposer en voiture ?» Bon, au sens propre. Au sens figuré, c'est le coup de pouce aussi, évidemment, mental, l'inspiration intellectuelle, et pour le dire de manière un petit peu plus docte, on peut appeler ça la sollicitation douce. Et la sollicitation douce, on l'utilise en marketing, mais moi, je milite pour dire qu'on aura beau le faire autant qu'on voudra sur le public, si on ne le fait pas d'abord en interne, pour inspirer et insuffler des valeurs, on n'a aucune chance que ça marche vers l'externe. Tu le dis ça à tes clients ? Oui, je le dis. Et ils t'écoutent ? Bien sûr. Ouais, pas tous. Mes clients, il y en a qui résistent. Non, ils ont pas de raison de résister. Tu sais pourquoi je pose la question, j'insiste. Non, je comprends que tu... C'est parce qu'en fait, moi j'ai une sensation de résistance à ça, mais pour deux raisons fondamentales. La première, d'abord, la résistance au changement, elle est banale, mais il y en a une autre quand même qui pour moi, elle me dérange. Et là, elle est un peu plus philosophique. Je m'explique. Si on veut susciter l'émotion, d'accord, susciter l'émotion, inspirer, ça nécessite beaucoup de subtilité, beaucoup de finesse. Parce que susciter, c'est pas la même chose que inculquer et imposer. C'est-à-dire que, je m'explique, quand l'émotion, d'accord, l'émotion quand elle s'exprime, c'est spontanément, on peut pas forcer l'émotion. Tu vois, imagine un jeune acteur de théâtre, on le fait arriver sur scène, on lui dit « Est-ce que tu peux, s'il te plaît, être sexy ?» Donc le gars, il va prendre des pauses, il va faire « Je suis sexy, là », il aura l'air ridicule parce qu'il n'y a pas d'histoire. Et que l'émotion, il ne la ressent pas. Donc on va lui apprendre, par la méthode de Stanislavski, à ressentir l'émotion. Et il va faire tout un cheminement intérieur. Arriver à créer ça à l'échelle de l'entreprise, pour créer ça, pour moi, c'est quasiment inné. C'est-à-dire, il y a des équipes qui l'ont, et il y a des équipes qui l'ont pas. Parce que voilà, le problème philosophique que je veux te poser, c'est que le moment où tu dis, il faut aller sur l'émotion, tu transformes l'émotion presque en compétence. Et c'est dur. Parce que justement, c'est pas une compétence. C'est quelque chose qui nous vient spontanément. Tu vois ? C'est quelque chose qui nous vient spontanément, mais qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Donc toi, tu es plus un déclencheur, finalement. Oui, enfin, si tu veux, sur un révélateur. Un révélateur, tu peux pas leur donner le mode d'emploi de l'émotion. Tu peux pas leur donner le mode d'emploi de l'émotion, ce serait absurde de prétendre ça, bien entendu, mais tu leur fais prendre conscience de comment ils peuvent travailler avec. Je pose la question à tous nos amis. Mais c'est ce que je fais. T'avais encore pas fini. Non, parce que je voulais... non, mais c'est vrai, c'est super important. Mais à chaque fois, je crois que je peux parler. Je suis trop bavard. Un des trucs clés, c'est de dire, c'est pas moi qui le fais. Tu vois, quand je forme une équipe, je dis pas c'est moi qui vous ai appris à faire ça. Oui, c'est vous qui allez vous libérer. Qui apprenez à le faire. Moi, je suis juste là pour vous guider dans... de vous donner les clés de la révélation, finalement. Oui, mais tu auras toujours un relou dans l'entreprise qui va te demander quel est le ROI de l'émotion. Oui, c'est ce qui se passe. Là, tu vois, c'est une excellente question. Je fais un vrai sujet, je fais un truc sur la bienveillance pour des gens, un service client. Et là, j'ai le DG qui me dit, et les directeurs commerciaux qui me disent tous les deux, bon, c'est quoi les résultats? Mais depuis le début, ils m'ont dit ça. Je leur dis, écoute, les résultats, c'est quand tu verras que toute la boîte se dit, il y a un truc qui s'est passé là, ils sont devenus différents, les gens. Voilà, c'est ça les résultats. Alors maintenant, je peux parler ça ? Ouais. Alors parce que, non, je demande parce qu'à chaque fois j'ai l'impression de lui couper la parole. Non, parce que là il y a un vrai sujet. Il suffit d'aller sur LinkedIn, dans le réseau professionnel, et taper le mot émotion, et on va trouver énormément de coachs que je respecte d'ailleurs, qui font tous des vidéos très sympathiques que je regarde, que j'écoute, je les trouve brillants. Et il y a juste une sorte de petit piège philosophique pour moi en fait dans la doctrine qui consiste à aider les dirigeants à travailler sur leurs émotions, libérer leurs émotions et tout, je comprends, mais je vois aussi une chose trappe, un vrai piège pour la pensée. À savoir que, à essayer de mettre un petit peu d'émotion dans la profession, est-ce qu'on n'a pas parfois le tort de professionnaliser l'émotion ? Hey, pour moi, c'est une vraie question philosophique douloureuse. Là, Fred vient de se faire un paquet d'ennemis, je crois. Mais tu vois bien quand même que c'est un sacré problème. Mais pas moi. Oui, non, mais moi, je sais qu'avec toi, je peux prendre ce risque-là, que tu vas bien le prendre. D'ailleurs, je sais comment tu bosses, et qu'en effet, tu es un catalyseur. Bon, mais parfois, quand on me dit... Est-ce que tu peux vendre de l'émotion ? Voilà, ou surtout comment dire, la mettre dans une sorte de catalogue de trucs sur commande. Quoi. On va appuyer sur un bouton, vous allez me donner l'émotion, s'il vous plaît, monsieur. Et puis vous me l'emballez, vous me la mettez dans un petit papier cadeau, j'y vais, il me faut mon émotion. Ouais. Surtout pour Noël, c'est bien.
Et ouais, donc ça devient un problème. Et on voit bien d'ailleurs des pubs vraiment nuls, pour sortir du B2B, des pubs qui surjouent tellement l'émotion, parce qu'on sent qu'on a dit aux gars qu'il fallait mettre de l'émotion, qu'elles sonnent faux, en fait, comme à notre époque, quand on était jeune, si on regardait les mauvais téléfilms d'M6 le samedi soir, ils étaient vraiment ratés, ils les mettaient à 23h, c'était des téléfilms pourris. Et ben il y a des pubs, c'est pareil, quoi. C'est le mauvais téléfilm raté, quoi, avec des espèces de... On singe l'émotion, on essaye de la faire à la chaîne, là, parce que vite, faut produire les films en une semaine. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Là, il y a quand même un problème. Je te donne une clé de réponse là-dessus. Ah, super. Il y a des gens qui sont venus me voir à des conférences, notamment de nos amis, là, Loïc et les autres. Oui. Et il y en a qui réagissent en disant « Ouais, mais tu sais, Patrice, en fait, il dit des choses sur l'émotionnel, etc. Alors qu'en fait, sur scène, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'émotions. » Donc tu veux dire, en fait, je joue pas le gars... plein d'émotions, tu vois, je suis pas en train de me rouler par terre, de pleurer, de machin. Alors donc ça voudrait dire que ce que je dis n'est pas émotionnel. Ah waouh, ça je comprends pas en fait. C'est énorme ça. Hein. Ouais. Il y a des gens qui comprennent pas en fait ce que ça veut dire émotion. Ouais. Je vais te donner un exemple, j'espère utile pour mes amis internautes. Pour ceux qui viennent au pitch party, vous n'en avez pas besoin parce que souvent je vous le fais faire. Je demande à quelqu'un de faire son pitch. Il fait son pitch, il dit alors. Présent dans 60 pays, mon entreprise a développé un savoir-faire pointu dans les solutions. Très bien. Et je dis, ok, je vais juste faire un trick pour ton cerveau. C'est-à-dire au sens où l'ont étudié les psychologues cogniticiens, quoi, hein, qui vont loin. Je vais juste te demander d'accepter un exercice. Tu commences la phrase par « ça ne pouvait plus durer ». Juste ça, ça ne pouvait plus durer. Voilà. Ou alors, ce qui m'agace dans mon écosystème. Moi, je parle de l'émotion, peut-être pas la colère, mais à minima l'agacement. Oui, c'est un trick, pour le coup. Il y a des petits trucs comme ça pour t'aider à prendre conscience. Ça ne va pas forcément créer l'émotion spontanée, etc. Mais il y a néanmoins quelque chose qui se passe spontanément, c'est un switch mental. On peut dire une sorte de ferment énergétique comme ça qui surgit. Juste parce que tu es obligé de commencer la phrase comme ça, tu vas aller au bout de la logique. Ouais. Et là, on s'aperçoit que les émotions, c'est pas... les théories farfelues qui ont depuis d'ailleurs été complètement déconstruites autour du cerveau reptilien qui en serait le siège des émotions. Ça, en fait, c'est une supercherie scientifique. La réalité, c'est qu'y compris le néocortex fabrique des émotions. Et d'ailleurs, tu vois, ce que l'on ressent, par exemple, je vais donner un exemple, face à une personne qui nous tient la porte, qui est particulièrement élégante, ou même plus finement quelqu'un qui, dans une salle de réunion, a fait une remarque qui nous a subtilement valorisé, c'est de l'élégance. Et en fait, on ressent, tu vois, une forme d'inspiration... alors qui est vraiment de la reconnaissance pour le coup, qui nous fait du bien. Mais en fait, c'est tellement fin hein, que c'est une émotion qui se construit avec, si je puis dire, tout le réseau neuronal. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de limbique, c'est pas quelque part dans le prétendu cerveau reptilien. Tu vois ce que je veux dire ? La réaction émotionnelle de voilà. base. Et c'est pour ça que les gens ont tendance, d'ailleurs, à tort, à confondre, en oubliant les émotions très fines, ils ont tendance à confondre l'émotivité avec l'émotion, ce qui est totalement différent, d'accord ? Absolument. Eh bien, mon point, c'est que du simple fait de construire ton discours autrement, avec des petits tricks comme ça, eh bien, tu t'obliges toi-même à te mettre dans un état d'esprit un peu plus connecté à ce que tu ressens. Alors, par exemple, tu commences par... moi, par exemple, sur le pitch, je vais dire « ça ne pouvait plus durer ». En France, on s'intéresse absolument pas au champ sémantique précis, à la précision des mots, le champ lexical, ce qui va nous rendre efficace quand on formule une offre de valeur. Déjà, je suis un peu énervé, je suis un peu remonté, mais c'est bien parce que je montre ma vraie personnalité, surtout mon engagement et ma foi dans ce que je fais. Voilà. Et il y a des mecs qui font ça sur scène depuis très longtemps. Exemple Steve Jobs. Il arrive, il y a une émotion, il y a une espèce de rage, une boule au ventre, il s'est même fabriqué des ennemis, tout ça, il s'est raconté une histoire. Bon, bref, passons. Bon. Moi, je voudrais savoir, la raison de ce partage, c'est pour que toi, tu nous dises quels sont les petits trucs que tu pourrais utiliser face à des directeurs marketing, tes clients, pour les amener sur ce terrain-là quand tu sens qu'ils sont, de prime abord, plutôt fermés. Quels sont les petits trucs avec lesquels tu les conscientises à l'intérêt d'aller formuler les choses avec plus d'engagement, plus d'énergie, alors plus d'émotion, justement. Plus d'engagement, plus d'énergie, plus d'émotion. Ouais. Tu peux pas aimer quelqu'un sans être engagé, tu vois, tu peux pas... Et comment tu déclenches ça ? Tu leur dis, pourquoi est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu as l'impression que tu vas rencontrer un con ? Est-ce que tu voudrais aller rencontrer un con ? Non. Donc c'est bien que tu considères l'autre avec bienveillance et tu l'aimes déjà. Tu dis ça parce qu'il y a des directions marketing qui considèrent que leurs clients sont des gueux. C'est ça, par exemple. Ah, voilà. Mais ça, c'est bien que tu nous dises ça, que ça brise la glace. Par exemple. Et c'est ça que tu leur dis. Tu leur dis... Tu commences par une question, tu commences par un pourquoi, et tu essayes de provoquer un... Et c'est vraiment ça que tu fais, c'est vraiment ça ton métier. Mesdames et messieurs, roulement de tambour, nous allons enfin comprendre
comment il fait pour accoucher les esprits. C'est le Socrate du marketing émotionnel. Oui, Comment c'est tu vrai. leur fais accoucher les esprits, justement? Je leur dis des choses simples de leur vie à eux, et je leur dis, quand tu invites quelqu'un à l'apéro, est-ce que tu lui donnes des cacahuètes maintenant, ou est-ce que tu attends la 10e fois? D'accord. Donc, en fait, tu as envie de faire le maximum pour les gens que tu aimes. Donc pourquoi tu ne le ferais pas aussi pour tes clients? Tu fais pas le maximum parce que tu comptes. Voilà. Et donc, tu peux pas, dès l'instant que tu es comptable, tu peux pas parler d'amour des clients, tu vois, par exemple. Et en fait, quand tu leur parles, c'est l'idée du contre-expert. Tiens, voilà, un nouveau concept. C'est l'idée de ne pas parler comme un expert. Tu leur parles comme dans la vraie vie. Tu leur dis, si tu veux rencontrer quelqu'un à une terrasse de café avec qui tu espères qu'il va se passer quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu l'aimes déjà, en fait, tu vois. Oui, tu es sur une terrasse de café, donc il n'y a pas le décorum Qu'est-ce que corporel tu l'aimes déjà, parce que qui si nous rend tu froid, c'est l'aimais ça que tu veux pas... dire ou pas? Ouais, D'accord, d'accord. t'es pas en train d'arriver en disant oui, alors on est dans 66 pays, et tu vois, enfin, ce genre de discours. Donc tu l'aimes déjà. Mais pourquoi tu dis tu l'aimes déjà? C'est pas un peu trop fort? Dis Non. au moins aussi tu le considères, ou tu as Non. des attentes. Non. Toi tu dis tu Je- l'aimes déjà. Moi, je dis des choses fortes, tu vois, je suis engagé. D'accord. Sinon, ça marche pas. Tu me demandes comment je fais. Ah, je sais dans quel sens tu dis ça. C'est plus au sens des Grecs qui disaient la beauté est dans l'œil de celui qui la voit. C'est-à-dire si tu portes l'amour en toi, tu as Peut-être. plus de chances de le voir chez les autres. C'est ça que tu veux nous dire. en fait. Aussi, ouais. Tu l'aimes déjà pour avoir une chance Ouais. d'arriver avec un état d'esprit positif. Je l'aime déjà, D'accord. parce que si Ça je veut pas l'aime dire que déjà... tu es naïf, c'est un choix. Mais C'est un bien choix sûr. de vie. Mais oui, c'est un a priori. D'accord. Ça peut changer, hein. Je leur dis, bon, ça, on verra. Non, mais tu sais, heureusement que je te pose la question, parce que ça Ouais. se trouve, il y en a qui pensent que t'es bisounours. oui, Bah c'est oui. possible, Non, ça. mais attends, N'est-ce pas? le recyclage de Patrice Lobigna, c'est beaucoup de aimer vos clients, j'aime mon client. Ouais, nanana. bien sûr. Alors, non, mais fais-le. on a plein de Ah, ça, copains je te communs parle- qui je te parle pas de l'utilisent ça. d'ailleurs à bon escient. Ouais. Bon, mais il y en a qui caricaturent en quelque sorte ton propos. C'est un peu le risque. Bon, enfin, c'est pas. On va pas en faire un sujet, mais quand Non, même, mais t'es conscient que c'est le risque. Bah évidemment, j'en parlais encore ce matin avec quelqu'un qui s'interroge sur bah, t'as vu, il a dit ça, c'est comme toi. Mais non, il n'a pas dit ça, c'est comme moi. Il a dit ça parce qu'il pense que c'est ce qu'il faut dire maintenant. Mais est-ce que tu es capable de le faire vraiment? Est-ce que moi, je te dis, c'est pour ça que je dis ce mot-là, en fait. Ce mot-là, de toute façon, il fait la différence parce que personne n'est prêt à l'employer. D'accord, voilà. C'est une provocation. Ouais. Ça y est, je viens de comprendre. Je Comme viens de toujours. comprendre Patrice Lobigna. J'ai encore plein de choses à toujours. comprendre. Hein, bon. Oui, On va se c'est quitter pas- sur deux choses. D'abord, deux bonnes paroles. Lui, il a dit qu'est-ce que tu dirais pour l'amour? Aimer vos clients? Non, mais qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre? Non. Je dirais- vous aime déjà. Ouais. Ok, on va terminer sur je vous aime déjà. Ma modeste contribution, mais qui est pas de moi, mais qui est infiniment plus forte que tout, qui a 5000 ans, c'est les Grecs qui disaient la beauté est dans l'œil de celui qui la voit. Et pour terminer, je donne carte blanche à Patrice, qui regarde beaucoup ce qui se fait, pour qu'on vous balance une vidéo, pas encore très connue, mais à charge provocatrice. Tu choisis une vidéo, on l'a mis, on appuie sur le bouton play. Ça marche. Vas-y, appuie sur le bouton play. Allez, j'appuie. Bim. Será que essa coca é Fanta? Essa coca é Fanta. Essa coca é Fanta. Essa Coca-Cola é Fanta. É um ódio que cresce cada vez mais. Quanto isso cansa. Essa campanha foi chamada de Essa Coca é Fanta. E daí? Eles transformaram aquele jargão. Colocaram Fanta dentro da Coca. Eu estou apaixonada. Passada na Coca Fanta!
Essa Coca é Fanta, e daí? E daí? Essa Coca é orgulho, essa Coca eu respeito. Essa Coca é Fanta. Bim. À plus tard. Bravo. Au revoir.